Perdus dans l'océan Atlantique Nord, les îles Westman montent la garde au large de l'Islande. Sur cet archipel isolé, des hommes et des femmes au caractère bien trempé ont appris à vivre avec l'intense volcanisme islandais, parfois au péril de leur vie. Lorsque nous sommes sortis sur le trottoir, il pleuvait des rochers de feu. Terrifiant. Pour accéder à ces îlots volcaniques escarpés, ces insulaires s'adaptent et redoublent d'ingéniosité. Il va falloir qu'on utilise un mât de levage, parce que la mer est mauvaise à l'est. Ici, le cycle de la vie se rejoue sans cesse, pour le plus grand bonheur des scientifiques. C'est un symbole de l'évolution de la vie sur Terre en général. Comment, sur ces terres hostiles, la vie sous toutes ses formes a trouvé le moyen de s'épanouir? Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. Au sud-ouest de l'Islande, l'archipel des Westman compte 18 îles volcaniques. Je navigue au large de l'Islande, en direction des îles Westman. Cet archipel est constitué de plus de 80 volcans sous-marins, dont seulement un peu plus d'une quinzaine émergent à la surface. Chacun de ces confettis de lave nous révèle une page de l'histoire volcanique de l'archipel. Mon voyage commence sur Heimaey, la plus grande des îles Westman et la seule habitée. Ici, les hommes ont profité de cet avant-poste volcanique, au milieu des eaux les plus poissonneuses du monde, pour développer l'un des plus importants ports de pêche d'Islande. Pourtant, en 1973, cette île, cette petite communauté de pêcheurs connut un cataclysme extraordinaire, puisque le volcan est apparu en plein dans le village. Pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé, je me rends au sommet de l'Eldfell, la montagne de feu, apparue subitement en pleine ville le 23 janvier 1973. Ce jeune volcan est un immense amoncellement de scories, des fragments de lave crachés lors de l'éruption et refroidis au contact de l'air. Il est né d'une fracture éruptive apparue à l'est d'un volcan âgé d'environ 5000 ans, l'Helgafell. La première phase de l'éruption voit naître cette fracture de près de 2 km de long, sur la côte est de l'île, à seulement quelques centaines de mètres des premières habitations. Des fontaines de lave jaillissent de la déchirure à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et très rapidement, les scories commencent à recouvrir la ville. Gerdur a vécu l'éruption de l'Eldfell aux premières loges. Sa maison était la plus proche de la bouche éruptive. Aujourd'hui encore, elle garde un souvenir intact de cette terrible nuit où sa vie a basculé. Tout a commencé vers 9 h du soir. Je rangeais les vêtements de mon bébé. C'était un nouveau-né. Et il y a eu un bruit pas possible sous la maison. Je suis allée voir à la porte et j'ai vu qu'il faisait beau et que tout allait bien. Je suis donc allée me coucher. Mais après minuit, il y a eu un gros tremblement de terre et tout le couloir s'est illuminé. Et là, ça a commencé. Comme une colonne. Une grande colonne de feu qui sort de terre et illumine tout. Et ensuite, la terre se déchire. Et là, plusieurs colonnes. Et je vois la roche sauter en l'air et l'herbe, les plaques de gazon projetées en l'air.
Mais alors, à ce moment-là, quand on a un volcan qui apparaît dans son jardin, on fait quoi et on ressent quoi, surtout? Je me suis dit, nous sommes en train de mourir. La mort arrive maintenant. Rien de plus. Et tout de suite après, les secours sont venus vous chercher? Le frère de mon mari est venu nous chercher. Et lorsque nous sommes sortis sur le trottoir, il pleuvait des rochers de feu. Et il a fallu courir le plus vite possible jusqu'à la voiture. Terrifiant. Quelques heures après le début de l'éruption, le vent tourne et une pluie de scories s'abat sur la ville. Les débris ardents mettent le feu au toit, s'introduisent par toutes les ouvertures. Plusieurs bâtiments s'écroulent littéralement sous le poids des scories. La situation n'est plus tenable et tous les habitants sont évacués dans la nuit. L'éruption de l'Elfetl dure plus de 5 mois et ensevelit près de 400 maisons. Depuis ce jour, Emae est surnommée la Pompéi du Nord. « 32 ans après la catastrophe, les habitants de l'île ont érigé un musée en mémoire de cet événement. Au cœur de ce mémorial, ils ont conservé l'une des maisons détruites par la colère du volcan, comme un rappel du danger qui plane en permanence sur cette communauté vulnérable. Cette maison, c'est celle de Gerdur, qui vient aujourd'hui se recueillir sur l'autel de sa vie passée, ensevelie sous les scories. Avec elle, j'ai l'autorisation de pénétrer dans l'un des derniers vestiges laissés par l'éruption. Chaque fois que je vois tout ça, j'entends le bruit qu'il y a eu ici. Alors il faut que je sois forte. Voilà un moule à gâteau. Oh, à cause de la chaleur, le moule à gâteau a fondu. Je peux vous servir un café? C'est exactement comme vous l'avez laissé le 23 janvier 1973. Quand l'éruption a commencé, vous avez eu juste le temps de fuir et donc vous avez laissé l'ensemble de vos affaires ici. Tout est resté. Tout a été recouvert le 3e jour. La montagne a explosé et les scories ont tout enfoui. On arrive aux chambres. Très chaud. C'est du papier toilette. Oh, ça, c'est le papier toilette. Oui. Regardez, il y a beaucoup de choses ici. C'est incroyable de retrouver tout comme ça, dans un état de fraîcheur. Vous faites le geste, vous pliez les vêtements comme pour les mettre dans l'armoire. Oui, c'est incroyable après toutes ces années. 42, 43 ans. Et je touche les vêtements du petit bébé. C'est un peu étrange. Très étrange. Je vois mes cadeaux de mariage. Je vois beaucoup de choses qui m'appartenaient. Mais ce ne sont que des choses mortes. C'est difficile pour moi. Ici, dans le cœur. Il bat un peu rapidement. Mais c'est pas grave. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Après plus d'1 mois d'éruption ininterrompue, la colère du volcan ne faiblit pas. Les coulées de lave avancent, menaçant de condamner le port et de détruire l'industrie de la pêche qui fait vivre toute la population d'Emae. Face à cette menace, les sauveteurs volontaires restés sur l'île se mobilisent pour stopper l'avancée de la lave, avec pour seule arme leur détermination et quelques pompes à eau. Siki fait partie de ces héros ordinaires, dont le courage et l'ingéniosité
ont permis de sauver le port d'Emae. Après avoir envisagé un temps de bombarder le volcan afin d'en détourner les coulées, ils décident finalement de refroidir la lave grâce à l'eau de mer. C'est à l'endroit même où la lave s'est arrêtée, le long de la coulée refroidie, que je retrouve Siki. Là où on a aspergé le plus, on voyait que ça s'arrêtait, mais la lave cherchait à passer aux deux extrémités. On a donc essayé d'arranger ça, mais rapidement, on a manqué de pompes à eau, car nous en faisions fondre 1 ou 2 par jour. Alors l'armée américaine a apporté des pompes depuis le Texas. Cela nous a permis d'arroser une plus grande quantité de lave et de garder le rythme. On a pu refroidir plus de lave pour consolider le mur, qui en fait retenait toute la coulée. Au total, ce sont plus de 4500 tonnes d'eau de mer par heure qui sont déversées sur le front de la coulée. Les efforts et la bravoure des sauveteurs finissent par payer. La lave refroidie forme un barrage infranchissable, qui aujourd'hui encore protège le port de pêche. Après ce combat avec la coulée de lave, vous avez eu aussi la chance que l'éruption s'arrête. Et aujourd'hui, vous avez un port qui est protégé des tempêtes d'Est qui sont les plus violentes ici. Oui, c'est vrai que cela a beaucoup protégé le port. Le vent venant de la mer qui s'abattait souvent sur le village a quasiment disparu. On est donc bien mieux abrité et ça offre de nouvelles possibilités. Par exemple, de planter des arbres, ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, l'activité a repris sur l'île et la ville est même sortie renforcée de cette expérience douloureuse. Un profond sentiment de solidarité lie les habitants de cette communauté qui a su tenir tête à la montagne de feu. Cette communauté de pêcheurs entretient depuis des générations une tradition bien plus terrienne, héritée de leurs ancêtres scandinaves et irlandais, l'élevage de moutons. Les volcans y jouent aussi un rôle, et les bergers se sont adaptés. Depuis des générations, en raison de leur isolement géographique, ces insulaires exploitent la moindre parcelle propice au pâturage. Pour eux, chaque île, aussi petite soit-elle, est un don des volcans. Mais la transhumance insulaire peut s'avérer sportive, tant pour les troupeaux que pour les hommes. Quand on voit votre pull, là, on voit que vous aimez les moutons, ça fait partie du mode de vie des Ilvesman. Oui. Les gens vivent depuis très longtemps du poisson et de l'agriculture. Sur toutes ces îles, on élevait des moutons, ce qui leur permettait d'avoir de la viande. Et nous essayons de faire perdurer cette tradition. Pourtant, ici, l'accès aux îles, c'est très compliqué pour élever les moutons. Il va falloir qu'on utilise un mât de levage, parce que la mer est mauvaise à l'est. Après 1 heure de navigation, nous atteignons enfin les côtes d'Etlidae, un volcan éteint situé au nord-est d'Emae. Ici, pas de port, seulement des falaises abruptes rongées par l'érosion. Une seule solution pour débarquer le troupeau, le treuil. Une équipe part devant installer le bras de levage au sommet de la falaise, tandis que je reste prêté main forte à Bjarni pour charger les moutons. J'imagine pas que tu vas faire de l'ascenseur, hein. Relâchez doucement. Ok. Voilà. On va mettre celui-là.
Non mais vous montez chaque mère et chaque petit pour qu'ils soient sur l'île. Ouais, on les remonte ensemble. Ok. Les moutons vont tutoyer les oiseaux, là. Oui, ils vont leur raconter des histoires d'Emae pendant l'ascension. Il nous faut plus de 4 heures pour venir à bout de la tâche. Un effort considérable qui se justifie par la rareté des terres sur cet archipel volcanique. Etlidae est aujourd'hui un herbage privilégié pour les bergers des Westman. Grâce à son sol fertile, nourri par les scories de l'éruption de 1973, une herbe grasse et abondante pousse ici comme nulle part ailleurs. Ça se mérite vraiment d'arriver ici. Vous venez chercher une herbe particulière ici pour vos moutons? Oui. Ici, on peut trouver de la cendre en dessous. Nous allons voir ça. Waouh! Ah, c'est incroyable. Ça vient de l'éruption des îles Westman en 1973. Ça s'est enraciné ici, dans le sol. Et ça rend l'herbe meilleure. Il y a différents nutriments dedans. Là, on voit vraiment les couches déposées par le volcan, et puis ensuite, on voit tout ce qu'a fait la nature depuis. En fait, toutes les plantes ont puisé la richesse des éléments nutritifs des retombées volcaniques. Ici, on a un sol avec une vie, il y a plein de vers de terre, il y a tout l'humus. Ça, c'est formidable, c'est une machine à faire de l'herbe, ce sol. Les gens des îles Westman sont des gens particuliers en Islande. Je crois même qu'il y a certaines personnes des îles Westman qui disent que vous n'êtes pas tout à fait islandais. Etlidae est bien sûr un paradis, et les îles Westman sont uniques. C'est un archipel de plusieurs îles, et nous disons parfois pour plaisanter que l'Islande est la plus grande île de l'archipel. En plus, ici, vous fabriquez beaucoup plus de volcans qu'ailleurs en Islande. Et il y a à peu près 80 volcans qui sont sous l'océan en train de dormir en attente d'une prochaine éruption. La vie continue, ça ne sert à rien d'y penser. Si une éruption arrive, alors elle arrive. Je me trouve plus en sécurité ici qu'à Reykjavik. Je suis un garçon des îles au fond de moi. Je ne peux pas m'imaginer ailleurs, c'est comme ça. Les sols volcaniques des îles Westman sont une ressource inestimable pour les hommes. Mais Surtsey, la plus jeune île de l'archipel, est aussi une terre riche d'enseignements pour les scientifiques. En 1963, une éruption sous-marine donne naissance à 3 îles. 55 ans plus tard, Surtsey est la seule à avoir résisté aux assauts de l'érosion. C'est un immense honneur pour moi d'accompagner Ari Trausti Gudmundsson, géologue islandais de renom, sur cette île volcanique unique au monde, située à 20 km au sud-ouest d'Emae. Le scientifique s'y rend régulièrement pour comprendre le phénomène à l'origine de son incroyable longévité. Surtsey est né d'une éruption volcanique sous-marine. La première phase se caractérise par un violent choc thermique entre le magma et l'eau glaciale de l'Atlantique Nord. Pendant 6 mois, l'eau vaporisée fractionne le magma en minuscules particules, violemment projetées à plusieurs centaines de mètres au-dessus des flots. Ces projections s'accumulent autour du point d'émission jusqu'à former 2 anneaux hauts de près de 170 mètres. Dans une seconde phase, ces anneaux de projection volcanique font office de rempart et isolent le cratère des intrusions d'eau de mer. Le magma peut alors s'épancher sans contact avec l'eau. Des coulées de lave recouvrent progressivement les couches meubles de projection, formant un véritable bouclier de roches dures. En 3 ans et demi, Surtsey devient une île volcanique de près de 2,7 km².
En peu de temps, l'île a vu apparaître un véritable écosystème. L'accès à Surtsey est interdit au public afin de préserver le cycle naturel de la colonisation de l'île par la vie. Une aubaine pour les scientifiques. Grâce à ce laboratoire grandeur nature, c'est l'émergence de la vie dans un milieu vierge et isolé qui leur est donné d'étudier en direct. Je fais aujourd'hui partie des quelques privilégiés qui ont la chance de fouler la terre de cette île mythique. Harry, c'est vraiment ici, à Surtsey, qu'on a pu suivre l'ensemble de l'éruption pour comprendre comment naissent les îles volcaniques. C'était peut-être la première fois que l'on pouvait observer ça de si près. Et c'est certainement le meilleur exemple de la formation complète d'une île avec ses différents cycles. Lorsqu'elle est apparue, les volcanologues prédisaient à Surtsey une courte existence et pensaient la voir disparaître très rapidement sous les coups de boutoir de l'océan Atlantique. Mais l'île résiste bien mieux que ne l'ont prévu les scientifiques. Ceci grâce à un phénomène complexe dû à la circulation de l'eau dans les retombées volcaniques issues de la première phase de l'éruption. Arnaud, je voudrais te montrer quelque chose. C'est le matériau qu'il y a un peu partout autour de nous. À l'origine, c'étaient des petits morceaux vitreux qui volaient dans l'air et qui se sont déposés en couches très épaisses. Ensuite, avec le temps, cela devient de la roche très compacte. Ce processus demande de la vapeur ou de l'eau, des précipitations, de la chaleur et des réactions chimiques. Le verre basaltique est transformé en ce qu'on appelle la palagonite, qui est un autre type de verre. Et ça devient très compact. C'est très difficile à casser. Ça ressemble un petit peu à du béton? Oui, c'est vraiment comme du béton. C'est pour ça que cette île, elle va beaucoup mieux résister à l'érosion que ce qu'on pensait au départ. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle les îles Westman existent toujours. C'est donc très important pour Surtsey d'avoir ça en plus de la lave. Et Surtsey est un facteur clé pour la compréhension de ces phénomènes dans le monde entier, pas seulement en Islande. OK. Arnaud, je pense que c'est un paysage similaire que l'on pourrait trouver sur Mars. Parce que Mars était très volcanique. Et on pense que si on trouvait le même type de basalte et de palagonite sur Mars, on pourrait en conclure qu'un jour, il y a eu de l'eau là-bas. Pas besoin d'y aller, il suffit de venir en Islande. L'île est également un objet d'étude privilégié pour les biologistes. Surtsey a été sanctuarisé dès son apparition. Les scientifiques peuvent ainsi observer le passionnant processus de colonisation de la vie sur une terre au départ stérile, isolée au milieu de l'océan. Au gré des marées, des vents et des migrations d'oiseaux, c'est tout le cycle de la vie qui s'est joué ici, en seulement un demi-siècle. On a presque l'impression d'avoir changé d'île. On était dans un univers qui était purement volcanique. Là, on arrive presque dans une prairie. Oui, mais ça s'est fait à travers un très long processus. Déjà en 63, nous avions les premières bactéries. En 64, nous avions des insectes. Et ensuite, nous avons eu les premières plantes. Et bien sûr, les oiseaux. Ils sont arrivés principalement dans les années 70. Et lorsque la colonie des mouettes a augmenté, le guano a été déposé et le sable a commencé à être plus fertile. Et ensuite, nous avons eu des phoques gris sur la côte ici. Tout cela a pris plus de la moitié d'un siècle. Et cela va continuer. D'ici quelques siècles, toute l'île sera verte. Donc c'est un symbole de l'évolution de la vie sur Terre en général. En tout cas, c'est un véritable beau symbole. Oui.
C'est la célébration de la vie. Au large de l'Islande, le volcanisme a donné naissance à des terres rudes et isolées. Pourtant, la vie a su s'y adapter et se maintenir en dépit des cataclysmes volcaniques et des colères de l'océan. Et c'est ici que les descendants des hommes de l'Ouest, les Vestmann, ont fondé leur foyer, bâti leur vie. Leur sort est pour toujours lié à celui de ces îles, sentinelles volcaniques de l'Islande.